Pierre-Louise, de cette initiative et d'une façon générale de l'activité que vous démontrez avec le site DiploWeb, qui est très original, très documenté, très utile. Et puis je remercie aussi Nathalie, on se connaît depuis longtemps, et l'école de Grenoble de management qui a été la première à s'intéresser aussi à autre chose que à la globalisation économique et sans frontières. Donc, le livre que j'ai publié au mois de juin s'intitule Le retour des frontières. C'est un titre qui a été plutôt choisi par l'éditrice. J'aurais préféré la réaffirmation des frontières, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais les éditeurs ont des contraintes de clarté devant lesquelles il faut s'effacer. C'est le 5e livre sur la question des frontières depuis 30 ans, puisque le premier a été publié en 86, L'invention des frontières, le deuxième qui fait toujours référence, Fronts et frontières, Un tour du monde géopolitique en 88, il est toujours réédité, Obsession des frontières, Frontières africaines, puisque j'ai eu la chance de conseiller la division paix et sécurité de l'Union africaine de 2007 à 2014 sur le programme Frontières de l'Union africaine lancé par l'ancien président Alpha Oumar Konaré, qui est un programme d'encouragement à la démarcation, entre autres. Donc c'est un sujet qui me semble important. Je ne vais pas abuser de cette présentation PowerPoint. Simplement, je voudrais rappeler un peu des choses de base. Qu'est-ce que c'est qu'une frontière? À quoi ça sert? C'est d'ailleurs ce qui est traité aussi dans le réveil des frontières. La documentation française ayant un immense avantage sur les auteurs, c'est la qualité du papier, les cartes en couleur et les photos. Donc je considère que c'est tout à fait complémentaire. Mais seule la documentation française, et la documentation photographique en particulier, ou questions internationales, sont capables d'offrir aux lecteurs des documents colorés. Alors sinon, il faut faire des atlas, mais c'est très compliqué. Donc ensuite, je voudrais essayer de vous faire sentir, je dirais, l'actualité de ces questions de frontières, en dehors des questions migratoires, par quelque chose que je tiens, qui s'appelle une chronique. C'est-à-dire j'essaye de repérer, à partir de différentes sources, ce qui se passe pratiquement toutes les semaines en matière de frontières. Et je pars de l'analyse de cela pour ensuite en tirer, si vous voulez, quelques enseignements plus généraux. Alors, une définition très simple, une frontière internationale, c'est une institution. Une frontière est une institution. C'est pas seulement une ligne dans le sable, liquide, ou qui suit une crête de montagne, parce que ça fait l'objet de traités. Et s'il n'y a pas de traité, c'est qu'il y a un problème. La frontière de facto entre le Pakistan et l'Afghanistan n'est pas une frontière internationale. Elle n'a jamais fait l'objet de traités. C'est une ligne qu'on appelle la ligne Durand, du nom de Sir Mortimer Durand, qui était le ministre des Affaires étrangères du vice-roi des Indes, qui a négocié ça 2 mois à la fin de l'année 1893 avec l'émir de Kaboul, Abdurrahman. Ils se sont répartis les tribus des fameuses zones tribales qui restent aujourd'hui le foyer central de tous les problèmes de la région. Ce que l'émir appelait un nid de frelons, notamment les Waziris. Les frelons, on les laissait du côté anglais et ils prenaient les autres, les bonnes tribus. C'était une ligne de non-interférence réciproque. Ça n'a jamais été une frontière internationale, et même le régime des talibans à Kaboul n'a jamais reconnu cette frontière. Pourquoi? Parce que vous avez des Pashtuns des deux côtés, et que la question reste ouverte. C'est la clé des problèmes de la région. Après, il se greffe d'autres éléments, plus idéologiques et religieux, mais c'est la clé. Donc vous avez, mais la plupart du temps,
la frontière fait l'objet, quel que soit son tracé, c'est indépendant, quelle que soit son histoire, quel que soit le rapport entre les États, ça fait l'objet d'un traité international. Et normalement, une frontière n'est véritablement internationale que quand le dossier de traité est déposé aux Nations Unies. Ça, c'est le processus. Traité qui est toujours un traité de délimitation qui est suivi en principe, mais ce n'est pas toujours le cas, de démarcation sur le terrain par des commissions de démarcation. En Afrique, il y a en gros 40 à 45% des tracés sur 80 000 km qui ne sont pas démarqués. Plus 20% qui ne sont plus démarqués. Parce qu'on marquait des arbres, on mettait des pierres, des rochers. Tournez à droite, après le troisième baobab, et puis vous suivez la direction de l'Est, et puis après vous retournez à gauche en regardant la colline. C'était comme ça dans les traités coloniaux du début du XXe siècle. Donc il faut tout refaire. Donc, c'est une institution du droit international et ça sert simplement à définir, délimiter le périmètre de l'exercice d'une souveraineté étatique. Ici et là, c'est le pays A, le pays B, le pays B, pas sans jeu de mots. C'est également l'un des paramètres de l'identité collective, de la citoyenneté. Ça permet au plan symbolique, mais le symbolique est tout à fait fondamental, de distinguer le dedans et le dehors. Il n'y a pas de jugement moral dans ce que je dis. Le dedans et le dehors. Toute communauté humaine a besoin d'un dedans et d'un dehors. La mythologie grecque nous le rappelle, et pas seulement la mythologie grecque. Hestia, Hermès. C'est fondamental, ça. C'est pour ça que l'Union européenne n'est pas capable d'avoir une politique extérieure, puisque l'Union européenne n'a jamais défini la limite entre le dedans et le dehors. Si on ne sait pas où est le dehors, on ne peut pas avoir de politique extérieure. Si la seule politique extérieure de l'Union européenne, c'est l'élargissement. Là, je suis un peu plus critique. Il y aura un grand papier dans le Monde diplomatique quand le Monde diplomatique décidera de le publier, mais il est déjà écrit, sur ce sujet-là. La question des limites. Donc, vous voyez, et symboliquement, on se sent membre d'une collectivité, d'une communauté politique, si on sait où se trouve le périmètre. C'est l'une des difficultés de ce malaise par rapport à la construction européenne comme acteur stratégique, comme acteur politique. C'est ce refus, pour des tas de raisons, de définition. La frontière à la frontière s'exerce toute une série de fonctions, souveraineté, fonctions juridiques, des fonctions régaliennes, la sécurité, la protection, fonctions fiscales, fonctions douanières, des fonctions réelles, des fonctions plus symboliques. Et il y a un exemple que je cite souvent. Si je passe à pied sur le pont de l'Europe, entre Strasbourg et Kehl, en temps normal, il n'y a pas de contrôle policier, je n'ai pas besoin de passeport, il n'y a pas de contrôle douanier, et je ne suis pas obligé d'aller au bureau de change. Donc il n'y a pas de frontière. Sauf que quand j'arrive à Kehl, je ne suis plus en France. On parle allemand. Si je veux construire un tramway, d'un côté, c'est le préfet de région, c'est-à-dire l'État qui décide, ou la région. De l'autre côté, c'est le Land, du Bade-Wurtemberg. Ce n'est pas les mêmes structures, ce n'est pas la même histoire. La frontière n'a pas disparu, elle est invisible. Le retour des frontières, c'est, devrait-on dire, pour être plus précis, une nouvelle visibilité de ces tracés. Brusquement, Viktor Orban n'est pas un homme très sympathique, mais il a une politique qui est de l'évidence. Il décide de mettre un contrôle un peu bruyant, un peu visible, avec la Serbie. C'est son droit, puisque c'est un État souverain. C'est un peu paradoxal, parce que la Hongrie est malheureuse dans ses frontières actuelles, mais justement. Donc, l'invisibilité n'est pas synonyme d'effacement. Je
pas entrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'idées fausses sur les frontières. La première idée fausse, c'est que on était supposé vivre avec la globalisation dans un monde sans frontières, borderless world. Un monde sans frontières, ça veut dire que les entreprises ont des produits standards qui peuvent être vendus dans le monde entier. C'est ça ce que ça veut dire. Et avec la globalisation néolibérale, toute régulation est un obstacle. C'est le discours de la City, qui larmoie maintenant du Brexit, mais qui est responsable dans son discours de la critique de l'Union européenne, parce que la City n'aime pas la régulation. Donc un discours dérégulateur, un discours où la politique est un obstacle, où les États sont des obstacles à la bonne marche de l'économie. Il n'y a plus le gouvernement, il y a la gouvernance. La gouvernance, c'est gouverner sans politique. C'était ça le discours du monde sans frontières. Aujourd'hui, il y a des phénomènes de démondialisation, retour du protectionnisme. J'étais hier dans une réunion avec les Américains. Par exemple, le traité transatlantique de commerce, il est mort. Personne n'en parle aux États-Unis. Il est mort. On continue à négocier, mais il est mort. Il n'y aura pas de traité transatlantique, au moins sous la forme actuelle. Retour d'un certain protectionnisme pour se protéger contre l'acier chinois surabondant et vendu à des prix de dumping. Vous voyez, quand on rétablit les droits de douane sur des produits spécifiques, on se protège, on a le droit de le faire. Ce n'est pas un cloisonnement. Et puis l'autre dérive sur la problématique frontalière, c'était d'assimiler la question des frontières à la barrière, aux murs, aux clôtures, et en particulier anti-migratoire. C'est le parti pris, par exemple, de l'exposition de la Cité de l'immigration, Porte Dorée, qui a fait une exposition extrêmement intéressante, mais j'avais dit aux organisateurs, puisque j'étais un comité scientifique, que le sujet qu'ils traitaient, c'était pas les frontières. Ils ont appelé ça frontières, parce que ça fait plus chic. Mais le sujet, c'est les migrations. Migration et frontières, ce sont des sujets différents. Vous voyez, sinon, il y a un biais de ne plus voir la question des frontières qu'à travers la problématique migratoire. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples sans vous asséner trop de faits, mais je crois que c'est important, parce que on n'en parle pas. J'ai regardé tout ce qui se passe. Je n'ai pas tout mis. Parce qu'il y a encore eu des choses là hier ou avant-hier. Mais là, 28-29 septembre, on est en 2016. Frappe aérienne indienne le long de la LOC. La LOC, c'est la Line of Control, Cachemire. De même que la ligne du Rang n'est pas une frontière internationale, la frontière indo-pakistanaise n'est pas une frontière reconnue par les deux États. Ça, c'est l'effet de la partition douloureuse de 1947, qui s'est faite dans la violence, avec des échanges forcés de population. Et dans le Cachemire, c'est une population musulmane, mais le Maharaja avait choisi d'être du côté indien, ce que les Pakistanais n'ont jamais accepté, puisque la raison d'être du Pakistan, c'est de rassembler les musulmans d'Asie du Sud. Donc, c'est un problème structurel depuis 1947, et ça va continuer longtemps, parce que derrière ça, il y a l'identité pakistanaise face à l'Inde. Citation du ministre des Affaires étrangères pakistanais, Shah Mehmood Qureshi, le Jammu et Cachemire n'a jamais été et ne sera jamais partie intégrante de l'Inde. Point, terminé. Ce communiqué qui a rappelé qu'il s'agit d'un territoire contesté dont le statut final reste à déterminer. Les deux puissances nucléaires de l'Asie du Sud-Est, du Sud se disputent cette région montagneuse, etc., etc. Il y a eu 2 guerres. Et il y a du nucléaire des deux côtés. Le nucléaire, d'une certaine façon, c'est alors dans la tradition française, c'est clair, c'est Vauban, c'est la frontière de fer. Le nucléaire a quelque chose à voir avec la frontière. C'est la frontière stratégique. Les deux États sont nucléarisés. Le Japon, c'est passionnant le Japon. Il n'y a toujours pas de traité de paix en Asie du Nord-Est depuis 1945. Il n'y a pas de traité de paix entre la Russie et le Japon. Il n'y a pas de guerre, il n'y en aura pas, mais vous savez qu'à Yalta, en échange de l'appui de Staline à Roosevelt pour la formation des Nations Unies, la charte de San Francisco, Staline a obtenu l'entrée en guerre contre le Japon au dernier moment. Donc les Japonais ont été attaqués, ils ont perdu les îles du Nord, les fameux territoires du Nord, que les Russes appellent les Kourils et que les Japonais appellent territoires du Nord. Et comme les Russes refusent de les restituer, ce qui est
On ne voit pas très bien Poutine restituer les îles. Ou alors à ce moment-là, on va lui demander la Crimée aussi. Il n'y a pas de traité de paix. Et en même temps, c'est une faiblesse, parce que face à la montée en puissance de la Chine et au sentiment de déclassement de l'élite japonaise, ils ont besoin d'un accord avec la Russie. Tout le monde a peur de la Chine dans la région. Mais ça bute là-dessus. Donc on cherche des solutions. Le Myanmar est en train de terminer sa démarcation sur des milliers de kilomètres dans les montagnes, habitées par des tribus qui ne sont pas birmanes. Le tribunal de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye vient de rendre, c'est au mois de juillet, le 13 juillet, un avis à la suite d'une demande des Philippines qui contestait les prétentions territoriales maritimes, les prétentions liquides de la Chine sur l'ensemble de la mer de Chine du Sud au nom de droits historiques, c'est-à-dire les pêcheurs qui pouvaient aller pêcher sur des récifs découverts à marée basse. Et là, le tribunal a donné raison aux Philippines en considérant que les revendications chinoises en termes de droits historiques n'étaient pas fondées en droit international de la mer. Ça, c'est un sujet très important parce que c'est le lieu de la prochaine crise entre la Chine et les États-Unis. C'est très grave, c'est très sérieux. La position chinoise est intenable. On pourrait s'amuser en note de bas de page. Si on accepte ça, et le ministre Jean-Yves Le Drian d'ailleurs l'a dit extrêmement clairement à la conférence du Shangri-La Dialogue à Singapour le 4 juin dernier, il y a un texte très... On prend parti évidemment contre une rupture de respect du droit international. On peut s'amuser un peu, faire de la géopolitique fiction. Si la mer de Chine du Sud est chinoise sur l'ensemble du territoire, contre l'avis des Vietnamiens, des Philippins, des Indonésiens, de Brunei et même de la Malaisie, à ce moment-là, on peut dire que la Méditerranée est italienne à cause de Rome, ou libanaise à cause de la Phénicie, ou grecque à cause d'Athènes et de la Crète, ou égyptienne, ou bien algérienne avec les pirates barbaresques, ou ottomane, turque. Et puis, dans ce cas-là, l'Atlantique du Nord, on le donne aux Norvégiens, puisqu'ils ont été les premiers à se balader par là, ou aux Danois, les Vikings. Et puis, l'océan Indien de l'Ouest, du Nord-Ouest, doit être revendiqué par Oman et Zanzibar. Vous voyez, ce type de raisonnement. Et là, il y a un véritable problème de droit international. La montée en puissance de la Chine s'exprime au plan classique des rapports de force, mais elle s'exprime aussi par une volonté de changer des normes internationales. Alors que la Chine est... Voilà. Donc c'est un... Pourquoi vous vous amusez avec ça? J'ai rien demandé, moi, avec ça. C'est quoi, ça? Il faut appuyer sur OK, là, comme ça, ici. Bon, allez, on va faire quelque chose et puis on va voir si ça change. Alors, pourquoi c'est éteint? Alors là, il y a... Ah, ça marche pas? Vous pouvez pas le rétablir, là? Bon, alors... Bon, mais alors là, le problème, c'est que personne ne voit ça. Bon, je vais peut-être aller là, puis je vais circuler. Ensuite, la Cour constitutionnelle égyptienne vient de déclarer illégale la transmission de 2 îles de la mer Rouge à l'Arabie saoudite, dans le détroit de Tiran. L'Arabie saoudite soutient à bout de bras le régime du maréchal Sissi, et le régime du maréchal Sissi n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Or, le roi, enfin le vice-prince héritier d'Arabie saoudite, le prince Salman, a une politique assez ambitieuse dans la mer Rouge. La Cour internationale de justice de La Haye se saisit de la dispute Kenya-Somalie sur leurs limites maritimes, parce qu'il y a du gaz. Il y a du gaz. Mais pourquoi ça se périphérique Saint-Antoine? Alors là, il y a un petit problème. D'accord. Bon. Alors, c'est pas grave, je peux aussi en parler comme ça. Donc... Ah oui, non, mon ordinateur marche, oui. Bon, il y a d'autres cas, je vais aller plus vite. Ouzbékistan, Kirghizistan, il y a des conflits permanents sur des problèmes d'eau.
en Asie centrale. L'eau. Il y a eu une reprise du conflit, vous le savez, autour du Nagorno-Karabakh, dans le Caucase du Sud, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est un conflit ancien, puisque c'est un conflit qui s'est déclenché déjà à l'époque de l'Union soviétique. Il y a eu une guerre terrible entre 1988 et 1994. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des conflits gelés. Le Japon a installé cet été une station radar sur une île à 90 km à l'est de Taïwan pour surveiller la marine chinoise. Les gardes-côtes du Vietnam saisissent un navire chinois transportant du fioul destiné aux bateaux de pêche près de l'île vietnamienne de Bac Long Vi. Toujours la problématique mer de Chine. La patrouille des frontières, Border Patrol, 16 500 agents, a décidé d'apporter son soutien au candidat républicain Donald Trump. Je cite Brandon Judd, qui est le patron de la Border Patrol. Il n'y a pas de menace physique ou économique plus grande pour les Américains aujourd'hui que notre frontière ouverte. Le syndicat demande au peuple américain de soutenir M. Trump dans sa mission de sécuriser enfin les frontières des États-Unis avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez qu'un des arguments très forts de sa campagne, c'est de construire un mur financé par le Mexique. C'est quelque chose qui est, je dirais, absolument stupide. Parce qu'en réalité, la frontière américano-mexicaine est une des plus actives du monde, en toute légalité. Il y a de moins en moins de passages illégaux. Pourquoi ? Vous avez 30 millions de personnes qui vivent, une vingtaine de villes jumelles. Les uns vivent des autres. Quand on regarde un peu en détail, on se rend compte que sur un seul point, qui est, vous savez, la frontière entre San Diego et Tijuana, 28 millions de passages chaque année, 11 millions de véhicules. Échanges commerciaux, puisque vous avez des usines du côté mexicain, par exemple tous les écrans plats qui marchent, fabriqués par Samsung, sont fabriqués à Tijuana pour le marché américain. 1 milliard de dollars d'échanges par jour entre Tijuana et San Diego. Donc en réalité, la frontière là est une interface qui a formé une région. Alors j'en étais, je vais passer au suivant. Président Evo Morales, qui est en difficulté politique en Bolivie, a saisi la Cour internationale de justice parce qu'il demande une compensation pour l'utilisation par le Chili des eaux en aval, les sources étant en Bolivie. En fait, derrière cette histoire-là, il y a la vieille revendication bolivienne de l'accès à l'océan Pacifique. C'est une affaire qui date de 1879 et qui est toujours une cause de conflit entre les deux États. Ces États n'ont aucune relation diplomatique. Ça passe par le tribunal de La Haye. Et puis je vais terminer. Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, 6 février, estime que le forage Anyang Chiu 981, vous voyez, il faut être précis, opéré par China Oilfield Services Limited, se situe dans une aire contestée non délimitée des deux plateaux continentaux. Le MAE chinois répond que la zone n'est pas contestée. Le forage se localise à 130 000 nautiques de la côte du Vietnam, donc dans sa zone économique exclusive, puisque c'est 200 000 nautiques, mais c'est revendiqué par la Chine. Un forage précédent à 120 000 nautiques avait provoqué des émeutes anti-chinoises en 2014. Il y a toute une communauté chinoise, diaspora chinoise à Hanoï, et les magasins avaient été brûlés, enfin bon, ça a été, etc. Même chose, 14 janvier, ça c'est plus amusant, si j'ose dire, un méandre de la Meuse relié aux Pays-Bas et coupé de la Belgique, abri de dealers, est échangé contre un terrain situé près d'une écluse. Les deux parlements ratifieront cet échange en 2016. La France échange des dizaines de mètres carrés tous les ans avec l'Italie, avec le Luxembourg, avec la Belgique, pour faire passer un échangeur, une autoroute. Il y a des échanges. On a le droit de modifier un tracé pour peu que ça se passe bien. Bon, j'ai déjà parlé de cette affaire Égypte-Soudan, peu importe.
et puis Shinzo Abe. Bon. Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça si on va, si vous voulez, en plus longue durée? Des tendances. Première tendance, la territorialisation des océans. Pour des raisons de souveraineté, de stratégie, pour des raisons de ressources. Pétrole, gaz offshore, nodules polymétalliques. L'Arctique, c'est clair. Les zones économiques exclusives et les rivalités stratégiques. Deuxièmement, la persistance des tensions autour des questions territoriales et frontalières, avec les menaces transfrontalières au Moyen-Orient, en Afrique, violation de frontières agréées en Europe, les héritages, péninsule coréenne, 1,5 million d'hommes en armes de chaque côté. Des pratiques que j'appelle de bordering, de durcissement, les clôtures, toutes les catégories de clôtures au Moyen-Orient, par exemple entre l'Arabie Saoudite et l'Irak, en Asie du Sud, entre la Thaïlande et en Asie du Sud, entre le Bangladesh et l'Inde, c'est une frontière anti-migratoire, en Amérique du Nord, etc. La poursuite des phénomènes de délimitation et de démarcation, parce que la Cour internationale de justice rend des arrêts qui sont souvent appliqués avec des arbitrages, il y a des accords bilatéraux. L'ONU favorise la démarcation, l'Union africaine. La question migratoire, on y reviendra. Et puis tous les phénomènes de désenclavement qui sont importants, notamment en Eurasie. D'une façon plus générale, si vous voulez, il y a véritablement une réaffirmation des frontières internationales terrestres et maritimes dans un monde d'États souverains. La globalisation économique n'a pas effacé les États. Les États tirent parti de la globalisation. C'est l'inverse. Notamment les États dits émergents, par des voies légales, des voies technologiques. Il s'agit toujours, les principaux problèmes, si vous prenez le Sahel par exemple, avec des États qui ont de très très longues frontières. Le Mali, c'est 7243 km de frontières. L'Algérie, c'est 6386. Le Tchad, c'est 5968. La RDC, c'est 10 730. Ces États sont incapables, quand bien même le voudraient-ils, de contrôler leur enveloppe frontalière, leur périmètre. Ils sont incapables. Les Algériens essayent de le faire, mais les Algériens, ils ont de l'argent, donc ils sont capables d'acheter des hélicoptères, de l'optronique et de la gendarme, et d'équiper les gendarmes. Ça ne suffit pas. Donc il y a véritablement, en 2016, toute une série d'États qui ne sont pas en mesure de contrôler leur territoire. C'est une fonction régalienne de base. Fonction régalienne de base, c'est de compter sa population, de faire payer l'impôt, de contrôler son territoire et d'assurer la sécurité des populations. C'est ça les fonctions régaliennes de base, qu'on redécouvre d'ailleurs aujourd'hui en Europe. Remise en cause des statu quo, là voilà le président russe qui porte une espèce de barrière, qui est indiquée Russian Border, qui est sur le Donbass, et qui dit au président Obama et à Jean-Claude Juncker, I'm taking steps in your direction, j'avance dans votre direction, avec des places à frontières. Bon. Donc il y a des remises en cause. Il y a ce débat droit historique, droit international. Ça, c'est un vrai débat, parce que derrière ça, c'est l'enjeu des normes internationales. Et puis, en même temps, ce qui est frappant surtout, c'est la multiplication des franchissements. Dans l'Union européenne, j'ai regardé les chiffres les plus récents, les frontières extérieures de Schengen sont traversées chaque année, non, chiffre 2015, en gros par 450 millions de personnes. Essentiellement par avion, mais aussi par le train ou en voiture. En gros, 250 millions de ressortissants européens qui voyagent et 200 millions de gens qui viennent légalement en Europe pour leurs affaires, les conférences, les colloques, la famille, les vacances, etc. Essentiellement russes, ukrainiens, biélorusses, turcs, les gens d'Afrique du Nord, etc., etc. À l'intérieur de l'Union européenne, à l'intérieur de l'espace européen, le montant estimé des déplacements impliquant une traversée de frontières, c'est de l'ordre du milliard. 560 millions en avion et moitié par rail,
moitié par voiture. Alors c'est vrai en Europe. Il est clair que donc ça prenait un sens de Schengen. Schengen à l'origine, petit village viticole au bord de la Moselle, sur le tripoint Belgique, France, Luxembourg. À l'origine de Schengen, c'est les camionneurs allemands qui font pression sur le chancelier Kohl pour marquer leur impatience devant les heures d'attente pour aller charger ou décharger des conteneurs dans le port de Rotterdam. C'est ça à l'origine des accords de Schengen, c'est-à-dire des accords de libre circulation des marchandises. C'était ça l'idée de départ. Et ça devait s'accompagner d'une surveillance, en quelque sorte, des frontières extérieures, qui n'a jamais été mise en place jusqu'à ces derniers mois, à cause de la crise migratoire. L'une des raisons de cela, et je le cartographie dans mon petit livre, une cartographie en noir et blanc, parce que le papier des éditions du CNRS n'a pas la même qualité que celui de la documentation française. Il y a un déséquilibre, là. Entre le CNRS et la documentation française. J'ai fait une petite carte, non pas de Schengen, mais des tracés successifs des limites de Schengen. Il y en a eu 8. Donc si vous êtes slovène, gouvernement slovène, frontière extérieure, normalement vous équipez votre frontière. Sauf que les Croates qui sont juste au sud vont entrer dans le même club. Donc pourquoi dépenser 2 ou 3 milliards d'euros, parce que c'est ça le coût d'une frontière, lorsque le voisin est appelé à entrer dans l'Union européenne? On lui repasse en quelque sorte la charge. Donc ça, c'est un facteur, si vous voulez, cette instabilité territoriale des limites extérieures de Schengen, 8 changements différents. Explique également qu'on n'ait pas vraiment beaucoup insisté sur cette précaution, c'est-à-dire que les accords n'ont pas été appliqués. On découvre aujourd'hui en inventant un corps des gardes frontières. Alors, il y a un cas particulier qui est celui des... On reviendra des murs, des clôtures, etc. Je voudrais quand même essayer de préciser ça parce que c'est un sujet très médiatique. Le Courrier international en a énormément parlé. Le raisonnement est un peu stupide, mais quel scandale de créer des clôtures et des murs alors que l'Europe s'est libérée à la chute du mur de Berlin. D'abord, le mur de Berlin, il n'est pas tombé. Hein, il a été ouvert, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Une décision prise par le Parti communiste est-allemand et interprétée de manière un peu rapide par son porte-parole. Hein. Mais il y a clairement des phénomènes de durcissement. Clôture. Alors, le plus ancien, c'est celui de... En fait, c'est la ligne de démarcation, dite démilitarisée, qui traverse la péninsule coréenne, qui a d'ailleurs été tracée par 2 officiers américains sur la base d'une carte du National Geographic, parce qu'ils n'avaient pas une cartographie suffisamment précise. Il y a plusieurs types, si vous voulez, de clôture. Je préfère parler de clôture, parce que c'est rarement des murs, des clôtures. Clôture de sécurité. Premier cas, Corée du Nord, c'est post-conflit. Post-conflit. Chypre, c'est post-conflit. C'est-à-dire qu'il y a une dispute territoriale, elle est gelée comme ça. Les Nations Unies, les troupes des Nations Unies imposent à Nicosie, aux Chypriotes grecs, de tracer un mur en parpaing à Nicosie, pour éviter quoi? Les troupes des 2 pays, même après un accord d'armistice, se provoquaient. Et il y avait des risques d'incidents. Donc il s'agissait de faire quoi? De ne plus se voir. Israël-Palestine, d'une certaine façon, au-delà de la dimension sécuritaire, c'est aussi ça. Les Palestiniens, on ne veut plus les voir. C'est au sens propre et au sens figuré, si vous voulez. Et alors la riposte, c'est les caricatures, donc le mur devient photogénique. Je vous recommande le livre d'Alexandra Novoselov, aussi la documentation française, décidément.
qui est un livre absolument remarquable sur les cas, je crois qu'il y en a 9, de véritables murs, hein, reportages, missions de terrain, photographie, hein, en attendant le prochain, qui sera sur les ponts, et qui est aussi très remarquable. Puisque, comme disait le grand écrivain Henri De Luca, le pont est une machine cordiale. J'aime bien cette définition du pont. Et comme disait Darwin, on construit trop de murs et pas assez de ponts. Bon, on est dans cette problématique-là. Donc, il y a aussi des clôtures à finalité stratégique. Les dunes de sable fortifiées du Sahara occidental, le Cachemire, Israël-Palestine. J'ai cité le Cachemire, mais quand on va en avion la nuit, qu'on regarde un peu, enfin, quand on arrive la nuit, mettons qu'on va à Bombay, hein, on passe au-dessus du Pakistan, on voit très bien la clôture électrifiée du côté indien. Elle est éclairée. C'est comme le limes romain, si vous voulez, sauf que là, il y a de l'éclairage. Hein, on la voit très très bien à 10 000 mètres d'altitude. Il faut avoir l'œil, hein, mais on la voit très bien, par temps clair. Donc, des murs ou des clôtures post-conflit, des clôtures à finalité stratégique, évidemment des dispositifs anti-migratoires. C'était le fameux mur de Berlin, c'était un dispositif, c'était une figure d'interdiction, interdiction de sortir. Et aujourd'hui, la clôture entre la Hongrie, parce que tout ça c'est toujours unilatéral, entre la Hongrie et la Serbie, c'est interdiction d'entrée. La clôture est une figure de l'interdiction. Interdiction de sortir, interdiction d'entrer. Sauf qu'aujourd'hui, le passeport s'est généralisé, le droit de sortie de son territoire s'est universalisé, avec très peu d'exceptions. Ce qui, évidemment, ne peut pas être le cas du droit d'entrée. Il n'y a pas de possibilité d'universaliser un droit d'entrée. Il y a également des clôtures qui servent à, je dirais, figer des situations quand il y a des contestations. Hein, c'est aussi le cas du Cachemire. Et puis les dispositifs antimigratoires qui ne sont pas un monopole européen, qu'on trouve en Inde, hein, contre la migration du Bangladesh, qu'on retrouve en Thaïlande contre des incursions malaises, etc., etc. Donc c'est un cas particulier, hein, de cette réaffirmation des frontières, hein, qui, encore une fois, hein, est liée à l'application du droit international de la mer, 120 traités depuis la Convention de Montego Bay, qui est liée à des situations de tension stratégique, à des préoccupations de sécurité, qui fige des contentieux territoriaux, des différends, et qui répond au fond à des préoccupations de protection et de sécurité. Ça, c'est le cas de la mer de Chine du Sud. Je n'y insiste pas, c'est pour que vous gardiez à l'esprit, mais vous pouvez regarder les dossiers dans Deep Web. Hein. Ça, c'est une carte du Quai d'Orsay qui situe où se trouvent les zones contestées par rapport, hein, à tout le système de circulation internationale par les détroits, hein, en Indonésie et les détroits au large de Singapour, hein, ici, le détroit de Malacca, où circule à peu près 40% du commerce mondial. Et puis il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister. Pour en savoir plus, je vous renvoie à un article assez abondant que m'avait demandé Marcel Gauchet, le directeur de la revue Le Débat, sur l'environnement stratégique européen. Là aussi, papier très léger, donc carte en noir et blanc, mais ça c'est la version en couleur, parce que j'ai été amené, y compris pour le ministère des Affaires étrangères, à réfléchir un peu à la problématique, et pour l'état-major des armées, à réfléchir un peu à la problématique, si vous voulez, du voisinage européen. Qui est un voisinage quand même en ce moment un peu turbulent, un peu troublé, au-delà des questions migratoires.
avec, vous voyez, ce qui est là en orange, ce sont les zones de guerre ouverte ou de conflit, les zones de tension. Aucune région du monde n'a un tel environnement stratégique. Et les questions frontalières jouent à 3 échelles. D'abord, il y a des phénomènes, si vous voulez, de chaînage territorial. C'est-à-dire qu'une crise dans un pays peut impliquer les pays voisins. C'est le cas de ce qu'on appelle la bande sahélo-saharienne, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des menaces transnationales, des groupes qui non pas se jouent des frontières, mais les utilisent. Il y a les effets de la crise libyenne, de la politique algérienne, de ce qui se passe dans le nord-est du Nigeria. Ça finit par faire des zones, si vous voulez, qui ont une espèce de cohérence géographique. Dans le cas de la zone sahélo-saharienne, l'enjeu central, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les États sont-ils capables, veulent-ils contrôler leur territoire ou pas? La preuve est faite qu'ils ne le peuvent pas, d'où le recours aux armées extérieures, à commencer par l'armée française et les missions d'entraînement. Donc là, il y a bien un enjeu propre à chacun des États, contrôler son périmètre ou pas, une approche régionale. Le Sahara n'est plus une frontière, ni pour les trafics, ni pour les migrations à longue distance à partir d'Agadez, ni pour les djihadistes. Et quand on cartographie précisément tout ça, sur la base objective, par exemple, des rapports réguliers de l'International Crisis Group, je me suis rendu compte que sur les 75 conflits, crises graves, en anglais on dit les crises sévères, guerre ouverte, répertoriées par l'International Crisis Group dans le monde, 75 conflits dans le monde, printemps 2016, 85% se trouvent dans un rayon de 3 à 6 heures de vol de Paris ou de Bruxelles. Bruxelles, capitale européenne. Entre 3 et 6 heures de vol. Donc c'est un environnement stratégique quand même assez particulier. On voit ça également, évidemment, autour de l'Irak, de la Syrie, avec les impacts domestiques que l'on connaît. Mais il y a des crises en soi. Je vous recommande la lecture de la double page du Monde, page 2, page 3 aujourd'hui, de Benjamin Bard sur la Syrie. C'est une analyse absolument remarquable qui explique pourquoi l'actuel dirigeant syrien a gagné sa guerre. Donc on a là des crises qui mettent en cause, la capacité des États à contrôler leur périmètre frontalier, leur enveloppe frontalière. 2, les crises se traduisent en Libye, en Syrie, en Irak, par une fragmentation interne, à tel point qu'il y a des scénarios qui circulent sur le thème, et après tout, si on découpait l'Irak en 3 parties, un Irak sunnite, un Irak kurde et puis un Irak chiite, c'est-à-dire la moitié de la population et l'essentiel du pétrole, les choses iraient peut-être mieux. Donc il y a cette tentation du redécoupage. Ce qui a été évoqué à l'occasion du centenaire des accords Sykes-Picot, entre Mark Sykes et George Picot, 2 diplomates français et britanniques, qui n'ont pas tracé de frontières. Ils ont découpé des zones d'influence entre la France et le Royaume-Uni, au Proche et au Moyen-Orient. Les accords, d'ailleurs, n'ont jamais été appliqués parce qu'ils ont été remis en cause à la fois par les Français, les Britanniques, et Mustafa Kemal Atatürk, et puis la dynastie des Saouds. Mais il y avait globalement une espèce de découpage en zone d'influence. J'y reviendrai dans un instant. Donc vous avez des phénomènes de fragmentation à l'intérieur même des États. Je me souviens d'une discussion avec le roi d'Arabie, du roi Abdallah de Jordanie à Paris sur cette question. Il disait il faut créer en Irak un Sunnistan sur le modèle du Kurdistan irakien, très autonome, avec des ressources, donc un phénomène de péréquation, pour une sorte de confédération irakienne, puisque l'intervention américaine désastreuse de 2003 a consisté à enlever le pouvoir aux sunnites et à le donner à la majorité chiite, c'est-à-dire à l'Iran, partiellement à l'Iran.
Donc là, vous avez un deuxième phénomène en matière de frontières qui sont des, je dirais, des frontières infranationales, qui sont des limites internes qui fonctionnent en fait comme des frontières. C'est-à-dire qu'il y a des péages, ça fonctionne comme des lignes de front, et il y a des phénomènes généralisés de purification ethnique, c'est la méthode de Bachar el-Assad en Syrie. Ça s'est passé de la même façon à Bagdad. C'est très très impressionnant de voir comment la ville de Bagdad, qui était multi-ethnique, multiconfessionnelle, multireligieuse, s'est complètement réorganisée par la violence, en quartier. Pourquoi? Parce que quand il y a des conflits, il n'y a que la communauté de base qui assure la sécurité. Donc on se regroupe. Et puis il y a un troisième élément qui me semble être un élément nouveau, qui n'est pas à l'échelle infranationale, qui n'est pas à l'échelle classique nationale, des enveloppes frontalières, des périmètres, qui est une échelle, si vous voulez, en géographie, en cartographie, on dit une plus petite échelle, mais comme l'échelle, c'est une fraction, les gens ne comprennent pas quand on dit à plus petite échelle, c'est-à-dire qu'on s'élève en altitude, on a des espaces beaucoup plus vastes, ce que j'appelle des métafrontières, c'est-à-dire des frontières qui ne sont pas véritablement des frontières politiques, mais qui sont des frontières de zones d'influence. Et c'est tout à fait intéressant de raisonner comme ça, dans la perspective, je sais que ça intéresse certains d'entre vous, de sortie de crise au Proche et au Moyen-Orient. Parce qu'il faut repérer qui sont les acteurs. En dehors de la Russie, qui agit d'abord comme puissance régionale, et qui s'en sert également pour être traité à égalité par les États-Unis, ça sert à ça. Enfin, pour l'instant, ils ne se parlent plus. Les acteurs principaux se situent au Qatar, en Arabie Saoudite, en Iran et en Turquie. L'Égypte est hors jeu. Ça ressemble furieusement à la guerre de 30 ans, de 1618 à 1648. Vous savez, la guerre de 30 ans, c'était à la fois un conflit religieux entre catholiques et différentes églises réformées, protestantes, manipulé par les grandes puissances de l'époque, la France, de Mazarin, l'Empire des Habsbourg et la Suède. Ça a duré 30 ans. Là, c'est la même chose. Les États instrumentalisent les appartenances religieuses pour atteindre des objectifs qui sont purement géopolitiques et politiques. Arabie Saoudite, faire tomber le régime de Damas. L'Iran, le soutenir pour payer la dette du soutien du père de Bachar à l'Iran pendant la guerre Irak-Iran, et la Turquie empêcher la formation d'une entité kurde homogène sur la frontière sud syro-turque. Il n'y aura pas de fin de conflit dans cette région s'il n'y a pas à un moment ou à un autre une espèce d'accord cynique, de réelle politique, entre les puissances régionales, c'est-à-dire en fait entre Riyad et Téhéran, fondamentalement, puisque l'Iran est devenu, après l'expédition militaire américaine désastreuse de 2003, je ne cesse de le répéter, parce que nous en payons la facture, nous, Européens, aujourd'hui, et puis le peuple syrien, le peuple irakien et les Libanais. Il n'y aura jamais d'accord, il n'y aura jamais d'arrêt des conflits s'il n'y a pas un accord entre Riyad et Téhéran. Or, aujourd'hui, Téhéran, l'Iran, est la première puissance non arabe du monde arabe. Ils sont au bord de la Méditerranée avec le Hezbollah, ils soutiennent le régime de Bachar, ils soutiennent le gouvernement irakien, ils soutiennent la majorité de Bahreïn, qui est chiite, et ils sont actifs, évidemment, chez les Houthis au Yémen, ce qui est absolument insupportable pour l'Arabie Saoudite. Donc ça ressemble à Suède, France. Attention aux comparaisons historiques, mais quelquefois ça sert. La question, c'est de savoir qui est Mazarin dans l'histoire. On ne voit pas très bien, mais il faut qu'on en trouve un. Et moi, je plaide pour un accord, non pas Saïs-Picot, mais un accord qu'on pourrait appeler Salman-Rouhani. Un accord de zone d'influence, pour calmer le jeu. On n'en est pas là. Donc, vous voyez, il faut analyser les choses, et ça, c'est la force évidente de la niche géographique, à 3 échelles. La décomposition interne
de limites qui deviennent des frontières et des lignes de front, avec des menaces d'éclatement. Je ne pense pas que le redécoupage soit une bonne solution, mais l'autonomie, oui. L'autonomie, oui, notamment pour les sunnites. Il faut leur donner une place dans les 4 provinces et une place à Bagdad, au gouvernement central. Il faut répartir le pétrole, le profit du pétrole. Sécuriser les frontières nationales classiques et trouver un accord entre acteurs régionaux qui serait garanti par le Conseil de sécurité. Donc voilà où j'en suis un peu de mes réflexions. Donc si vous voulez, je ne considère pas la question des frontières nationales, des frontières infranationales ou des métafrontières comme une question théorique. C'est une question, je dirais, c'est une question pratique. Et je vois que l'heure tourne, donc je vais conclure en disant que la thèse que j'ai défendue dans le petit livre, et qui est reprise aussi dans le Réveil des frontières, c'est que, c'est pas une provocation, mais que ce retour des frontières, dans les faits et dans les consciences, est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle à condition de l'interpréter et d'en user avec discernement. Parce que ces frontières n'ont jamais disparu, sauf dans nos cartes mentales de voyageurs européens. Que franchir une frontière aisément ne l'annule pas, qu'abolir des frontières, c'est faire disparaître les États. D'ailleurs, j'ai étudié en détail une vidéo de Daesh qui date de juin 2014, que j'ai trouvée d'ailleurs sur le site du Jérusalem Post, et où on voit un Daeshite palestinien d'ailleurs d'origine chilienne, barbu, qui explique que c'est un poste frontalier syro-jordanien qui est détruit, tout est par terre, et il célèbre la fin. La vidéo s'intitule The End of Sykes-Picot, la fin de Sykes-Picot. Et ça a été tourné au moment de la proclamation du califat, puisqu'il s'agit d'organiser un autre système politique à base territoriale. Donc, un monde sans frontières, monde barbare, sans repères, sans droit, sans loi, sans refuge. La frontière, quand on est migrant, ou quand on s'évade d'un camp, c'est positif. Quand on est du bon côté, on a passé, je crois, il y a 2 jours, la grande illusion. Vous vous souvenez de cette remarque-là à la fin sur, la frontière est une invention des hommes, sauf qu'ils sont de l'autre côté, donc on ne leur tire pas dessus. Ils sont en Suisse. Donc la frontière refuge. La frontière refuge, c'est pas seulement une barrière arbitraire, la frontière refuge. Et la frontière ressource. La frontière est une ressource. En Afrique, beaucoup de gens vivent à la frontière, ils vivent des différences. En France, les frontaliers, enfin en Europe, il y a presque 3 millions de frontaliers. La frontière ressource, parce qu'il y a des différences et qu'on peut avoir des micro-stratégies. Donc retour des frontières, mais retour des frontières, ça ne veut pas dire le repli sur soi. La bonne frontière, c'est la frontière ouverte, c'est la frontière agréée ouverte. La frontière que l'on franchit aisément et en toute sécurité. Donc, ma conclusion, c'est que c'est une bonne nouvelle, mais il ne faut pas s'y enfermer, il ne faut pas refuser, enfin, il ne faut pas se tenir à l'écart du banc, il ne faut pas être dans une attitude qui est celle de l'acosmisme, le refus du monde, acosmisme. Il faut Hannah Arendt. Il faut, et donc, il y a une véritable difficulté actuellement, notamment pour les pays démocratiques, sur le fait de savoir où on place le curseur entre la solidarité et la responsabilité, entre la liberté et la sécurité. C'est un sujet politique, ça. C'est très compliqué. Mais ça n'est pas par la négation ultralibérale, néolibérale de l'importance symbolique et réelle des frontières qu'on peut trouver la réponse. Donc on est dans des débats là actuellement, d'autant plus vifs en Europe qu'il y a eu une sorte de refoulement et que le retour des frontières, c'est un peu aussi le retour du refoulé. Donc vous voyez, il faut trouver, en ayant une idée relativement claire de cet objet, dont je considère que c'est l'objet géopolitique par excellence, parce que c'est du politique inscrit dans l'espace, il faut trouver une bonne réponse, et c'est en fait extrêmement
extrêmement compliqué de placer le curseur, hein, entre l'ouverture et la protection. C'est un sujet éminemment politique, je dirais, qui mérite d'être traité de manière sérieuse et non pas de manière, alors qu'est-ce que je vais dire, électoraliste. Je pense naturellement aux États-Unis. Merci.